Alors aujourd'hui, on va parler de classement M. On parle de classement M aujourd'hui et j'ai demandé en effet à Bérénice, hein, qui est en stage, qui était en stage pendant 3 mois chez nous, de faire un petit topo sur le sujet pour essayer de présenter ça de manière la plus, comment dirais-je, la plus synthétique et de permettre en fait à tout le monde de bien comprendre en effet je dirais tous les éléments qui concernent cette réglementation. Alors, j'espère que le résultat va être à la hauteur de nos espoirs et que on va pouvoir retrouver des éléments, comment dirais-je, de communication sur lesquels on va pouvoir s'entendre et surtout avoir tous les éléments importants qui vont être retraduits dans cette présentation. Donc, Bérénice, bonjour. Sera également présent Bastien aussi, qui est chez nous notre référent technique sur le classement M, qui pourra répondre à toute la problématique technique. Et moi, je vais surtout laisser la parole à Bérénice, qui va nous présenter cette présentation sur le classement M. À toi. Ouvre ton D'accord. micro. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, c'est bon. Voilà, parfait. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du classement M comme prévu. Heu, Hop là. Je ne peux pas, changer les diapos. Si, si, c'est bon, ça marche. D'accord. Alors, je vais vous présenter du coup, le classement M, mais avant tout, il faudrait parler d'une notion qui est la sécurité feu. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une exigence française du coup, qui permet de garantir la sécurité, soit des entreprises, des commerces et tout ERP, donc espace recevant du public. Cela, il y a 2 notions, sous-jacentes, hein, qu'il faut comprendre. La première étant la résistance au feu et ça va être l'ensemble des tests qui permettent en fait d'observer, du coup, de tester la capacité du matériau à conserver, ou non ses propriétés intrinsèques, face, du coup, à un feu. La deuxième notion à comprendre, c'est la réaction au feu. Et là, ça va être ça va être un ensemble de tests en fait qui va permettre d'observer la capacité d'un matériau à alimenter un incendie. Et là, nous parlerons de combustibilité et d'inflammabilité. Hem, pour encadrer aujourd'hui la réaction au feu, il y a 2 textes de référence, donc ce sont des textes réglementaires, français. 2 arrêtés, donc le premier c'est l'arrêté du 5 février 1959 qui en fait, va définir tout laboratoire agréé pour la réalisation de tests de réaction au feu. Et le deuxième texte réglementaire, ça va être, l'arrêté du 21 novembre 2002, qui là, va permettre de définir toutes les méthodes d'essai et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu. Alors justement, en parlant de catégories de classification, aujourd'hui, il en existe 2 à des échelles différentes, donc l'Euroclass et le classement M. Le premier étant l'Euroclass, donc à échelle, européenne et qui concerne les produits de construction soumis au marquage CE. La deuxième catégorie de classification qui là est à échelle nationale, donc c'est une catégorie de classification française, c'est le classement M et là ça va concerner dans un premier temps les produits de construction non soumis au marquage CE et vous retrouverez toutes les informations concernant ces produits-là sur le site sitesécurité.com. La deuxième catégorie de produits, ça va être les produits d'aménagement qui seront mis en œuvre dans les ERP. Heu et là, à noter que, pour certains produits spécifiques, on va faire appel à d'autres réglementations comme AM18, par exemple pour, les sièges de salles de spectacle, pour ne citer qu'un exemple. Donc on va s'attarder, plus sur, les matériaux d'aménagement et c'est pour ça qu'on va faire un focus, sur, le classement M. Donc le classement M, c'est quoi? Alors aujourd'hui, le classement M, ça permet d'évaluer la réaction au feu d'un produit d'aménagement, c'est-à-dire sa capacité à alimenter et propager le feu auquel il est exposé. Et nous avons une norme référente qui est la NFP 92 507 qui, dans un premier temps, va définir un ensemble d'essais en fonction des matières. Là, vous avez du coup, sous les yeux, enfin qui s'affiche à votre écran du coup, les ensembles enfin toutes les normes, qui vont être utilisées, pour pouvoir,
pouvoir mener les essais afin de vérifier les caractéristiques comme par exemple s'il y a inflammation ou pas vis-à-vis du produit lorsqu'il est posé à une flamme, le temps d'inflammation de ce produit-là, la distance brûlée, la vitesse de propagation de cette flamme et toutes les autres caractéristiques que vous pouvez lire, vous pouvez prendre en note également, comme le vieillissement en fonction des matières, enfin, toutes les caractéristiques pour vérifier la performance du matériau face à un feu. Cette norme, la NF-P 92507, elle permet également, en fonction des essais qui sont réalisés au préalable, que je vous ai dit juste avant, elle permet de fixer la classe auquel le matériau va être. C'est-à-dire que cette classe va aller de M0 à M4 et elle va définir si le produit, elle va apprécier si le produit va être inflammable ou non et combustible ou non. Et là, en fait, vous avez l'échelle de M0 à M4 qui permet, en fait, la jauge qui permet de définir, du coup, selon les classes, ce que ça signifie en termes d'inflammabilité et de combustibilité du produit. Suite aux essais, vous pouvez avoir un procès-verbal classement classement M qui vous sera édité. Donc, le procès-verbal classement M, qu'est-ce que c'est? Alors, le procès-verbal classement M, c'est le document officiel attestant de la réaction au feu d'un matériau d'aménagement, de décor, de gros mobilier et de construction non soumis au marquage CE. Ce document doit être fourni ou demandé pour toute installation de produits d'aménagement dans un ERP. Ce n'est pas un rapport d'essai. Alors, vous pouvez avoir recours à un rapport d'essai, mais le seul document officiel qui atteste de la réaction au feu, c'est le procès-verbal classement M. Donc, le rapport d'essai ne peut en aucun cas se substituer à un procès-verbal. Dans le procès-verbal, il y a deux notions à ne pas confondre, deux notions de temporalité. La première, ça va être la durée de validité du produit. Et là, ça va concerner le temps PV. du PV, pardon, du Du procès-verbal. procès-verbal, pas du produit. Excusez-moi. Et ça va concerner du coup le temps de validité, enfin le temps pour lequel le procès-verbal va être valide. Cette durée est de 5 ans. Mais dans le cas où vous décidez de changer le process de production pour une référence, pour un produit, pour une matière, de nouveaux essais seront nécessaires pour pouvoir avoir à nouveau un procès-verbal sur cette référence. La deuxième notion de temporalité à comprendre, à savoir, c'est la durabilité du classement. Et là, en fait, ça va concerner en fait la mise en œuvre du produit, la durée pour laquelle le produit peut être mis en œuvre dans un ERP. Cette durabilité peut être, dans un premier temps, illimitée, c'est-à-dire que la mise en œuvre durera tout le long de la vie, la durée de vie du produit, mais la durabilité, elle peut être également limitée. Et dans ce cas-là, la mise en œuvre du produit sera de 12 mois maximum à partir de la date de pause. Ça va être le cas, par exemple, dans les événements. Je vais prendre l'exemple d'un rideau de séparation qui va être mis pour un spectacle. Alors, dans ce cas-là, la durabilité du classement pour ce rideau-là, il peut être de 12 mois à partir de la date auquel il va être posé dans le spectacle. Et bien sûr, ces deux notions-là, donc durée de validité du PV et la durabilité du classement, vous les retrouverez indiquées du coup dans le procès-verbal. Parce que ça fait partie des informations obligatoires. Et là, sous vos yeux, du coup, à votre écran, vous avez la liste, enfin tout ce qui est en gras. C'est donc tous les éléments qui doivent apparaître sur le procès-verbal, hein, quand vous recevrez le procès-verbal édité, que vous pouvez également prendre en note. Je vous laisse du coup prendre connaissance de ces éléments-là. Et c'est tiré du coup de l'arrêté du 21 novembre 2002. Vous retrouverez dedans le numéro du procès-verbal et puis toutes les informations qu'on vous demandera afin d'éditer ce procès-verbal-là.
À la fin, donc, il y aura le nom, la qualité et la signature du responsable du laboratoire, donc du signataire. À savoir que, la norme française, donc la NFP 92507, rappelle que seuls et uniquement les laboratoires officiels agréés par le ministère de l'Intérieur sont habilités à délivrer un procès-verbal de classement M. Il n'y a qu'uniquement ces laboratoires-là qui sont en habilité, qui peuvent vous délivrer le procès-verbal de classement M. C'est dommage qu'il y avait un bel, comment dirais-je, un beau procès-verbal, Bérénice, que Mmh, vous avez préparé en surimpression, mais dans la présentation, malheureusement, ça on ne passe pas. fonctionne pas. Donc, on voulait vous montrer un procès-verbal. Je vais juste prendre la main. Je ne sais pas si Bastien, tu as des choses à rajouter techniquement à ce qui vient de dire par Bérénice, hein. Pas spécialement pour l'instant, mais après, s'il y a des questions plus précises sur les essais et sur notamment des fois les cas de durabilité des mises en place de produits, là, après, il n'y aura aucun souci pour y répondre. D'accord. Bon, donc, je vais juste reprendre la main sur la partie commerciale, puisqu'en fait, en tant que directeur commercial de l'IFTH, je maîtrise à peu près ce sujet-là. En tout cas, merci Bérénice, et on reviendra éventuellement sur les questions. Donc, l'IFTH, en fait, vous accompagne de plusieurs manières. Déjà pour faire des essais, c'est-à-dire on peut travailler avec vous pour faire des essais d'orientation, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre un peu le phénomène de vos matériaux et voir de quelle manière ils réagissent et avoir une idée en effet de son comportement, et ben là, on va vous proposer des essais d'orientation. C'est des essais qui sont simplifiés, il y a moins d'éprouvettes, ça coûte moins cher que les tests officiels, mais pour vous, en termes de développement, de recherche et développement, c'est un bon outil qui va vous permettre d'avancer dans cette démarche-là. On va bien évidemment vous faire des essais officiels, hein, selon la NFP 92507. Je pense que Bérénice a suffisamment dit. Je pense que ce texte, cette norme, vous la connaissez par cœur. Et dans ces cas-là, on va pouvoir éditer un PV. Dans le rappel pour les essais d'orientation, on ne sera pas en mesure d'éditer un PV avec ces essais-là. Il faut vraiment faire les essais officiels selon la norme. Donc le PV, bien évidemment, on peut vous l'éditer. Et de manière tout à fait optionnelle, mais ça arrive, dans le cas d'un distributeur qui achète un tissu à un fabricant et qui veut mettre le PV à son nom, c'est tout à fait possible. Il suffit en effet de nous apporter la preuve de la traçabilité. On la vérifie. Et dans ces cas-là, on peut vous faire une extension de PV à votre nom, à vos références commerciales, avec tous les liens qui vont bien pour que vous puissiez mettre sur le marché ces produits-là. Donc, Bérénice, je crois on est arrivé au terme de la présentation, hein, qui se voulait vraiment synthétique et explicatif par rapport à ça. Le dernier slide, Bérénice, peut-être tu nous montres, juste pour vous rappeler si vous avez besoin. euh, hop, si vous avez besoin, en effet, de toute information, vous avez une adresse email, ça s'appelle commercial@ifth.org, et donc aussi notre site internet, bien évidemment, pour vous retrouver toutes les informations. Ce que je vous propose, c'est de passer au jeu de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Hop là, il y en a une première. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions. Bastien, et on répondra avec Bastien, éventuellement, Bérénice aussi, pourquoi pas. L'élection de PV a-t-elle un coût? Oui. Le coût, c'est, Bastien, de mémoire, c'est 99 €, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et les documents à fournir, à chaque fois, ça va être un, soit un document Word signé par les deux entités collaborant pour voilà, la première entité qui a réalisé et qui a obtenu le procès-verbal de classement M, et la deuxième entité où du coup on va juste demander un accord entre ces deux entités, la nouvelle référence qui va être apposée sur le classement M, et puis c'est tout. C'est souvent les seuls documents à envoyer. Et puis effectivement, après, il y a le tarif de 99 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y a des gens de Sécurofeu qui sont présents. Peut-être, si vous voulez prendre la main, Anne-Laure, j'ai cru voir que tu étais présente. Merci pour vos encouragements. Comment est définie la durabilité? C'est une très excellente question. Bastien, peut-être? Alors, Comment est définie la durabilité? la durabilité, ça va dépendre du. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, ça va être en fonction de votre besoin. Si c'est pour installer un matériau qui doit passer une commission de sécurité dans le cadre de l'événementiel, dans ce cas-là, les commissions de sécurité acceptent un procès-verbal à usage durabilité limitée à 12 mois. Après, il y a un autre cas qui peut être présenté, c'est le cas où, en fonction de la matière, des process d'inifugation,
votre matériau devrait être soumis à des essais après vieillissement. Si le matériau présentait les bonnes caractéristiques pour atteindre, disons, un niveau M1 à 9, mais qu'il ne les présente plus après les essais après vieillissement, dans ce cas-là, nous pouvons éditer simplement un PV limité à 12 mois En fait, de il y a deux, réalisation. il y a deux causes. Il y a en effet l'usage, hein, l'usage du produit éventuellement qui peut être amené à C'est ça, avoir une durabilité, mais aussi les performances tout les simplement du performances. produit. Le produit, en fonction de ses performances, peuvent avoir en effet une durabilité de 12 mois ou de illimité en fonction de leur performance de vieillissement. Alors, une autre question. Alors, je suis là, mais dans les transports. Ben, bon courage, alors. Euh, Je réagis juste du coup au niveau de la durabilité, que ce soit à usage illimité ou limité, dans les deux cas, la validité du procès-verbal restera toujours de 5 ans, sous réserve de modification de process, et de matière. Mais pour les deux types de PV, on a toujours, voilà, une validité de 5 ans pour de la production. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'était tellement clair, hein? Alors, est-ce qu'un PV suffit pour la mise sur le marché ou un certificat de conformité est nécessaire, comme pour le contact alimentaire, par exemple? Donc, pour la mise sur le marché, c'est le seul document, hein, comme ça vous a été dit, hein, c'est le seul document pour mettre sur le marché, pour pouvoir mettre un tissu sur le marché dans le cadre en effet qui a bien été défini hein, précédemment, c'est le procès verbal. Il n'y a pas d'autres produits. Il n'y a pas d'autres certificats de conformité. C'est en quelque part le certificat de conformité, c'est le PV de classement. Encore une fois, on a souvent le cas avec des gens qui nous disent j'ai un rapport d'essai qui a été fait, est-ce que je peux le soumettre en effet à une commission de sécurité? La réponse est non, hein. C'est vraiment important que ce soit un PV de classement. Les commissions de sécurité doivent vous refuser, je dirais, des rapports d'essai. Un tissu avec durabilité illimitée est produit pendant la veille. Alors, oula, ça, c'est des questions. Je la reprends. Un tissu avec durabilité limitée est produit pendant la validité du PV, ne peut être vendu dès que le PV est périmé. Alors, ça, si j'ai bien compris la question, parce que effectivement, c'est une question Il est qui est vendu souvent de manière postérieure. Il a été fabriqué pendant la phase des 5 ans, mais il est vendu au-delà, si j'ai bien compris. Il est vendu après. C'est ça. Il y a souvent cette question qui ressort. Et effectivement, là, c'est un travail à avoir en parallèle avec les commissions de sécurité, savoir si on est tous raccords sur les exigences. Mais à partir du moment où il y a une traçabilité sur l'achat du produit, donc dans la période de validité des 5 ans au niveau du PV, et présentant un usage du produit comme étant illimité, et à la fin des 5 ans de la validité du PV, vu que l'usage du produit est illimité, il n'y a pas d'arrêt de validité, donc il n'y a pas de péremption comme indiqué dans la dernière question. Alors, moi, j'ai un joker aussi avec Jean-Marc Oraison que certains doivent connaître, hein, qui est caché derrière. Jean-Marc, hein, si on dit une bêtise, tu es derrière, tu prends la main, t'hésites pas, hein. Oui, bonjour, bonjour. Pour être plus précis, là, Bastien a répondu dans le cas où le produit a été acheté pendant la durée de validité du PV. Mais là, la question, c'est, vous avez un stock de produits, donc vous avez des produits que vous avez produits pendant la phase dans laquelle le PV était valide, dans les 5 ans pendant lesquels le PV était valide, mais vous le commercialisez après la date de péremption après la date de péremption du procès-verbal. À ce moment-là, vous ne pouvez plus le vendre par rapport à ce PV. Vous êtes obligé de refaire des essais et de demander un nouveau PV pour pouvoir continuer à le commercialiser. Alors, pourquoi? Parce que en fin de compte, c'était une approche pragmatique, hein. C'est des questions qui sont été plusieurs fois posées au niveau du SECMI, hein. À l'époque où le SECMI existait, maintenant ça a été remplacé par le groupe de coordination des laboratoires agréés, hein, auquel l'IFTH participe.
Il y a eu des cas de figure où des entreprises qui ont été rachetées par une autre entreprise et qui avait un stock de produits qui n'avaient pas été écoulés et le procès verbal était périmé. Donc le SECMI a dit non, il faut refaire des essais pour vérifier que c'est toujours M1. Et puis du fait aussi que c'est très difficile pour les comités de sécurité de vérifier si le produit a bien été produit pendant cette période-là, quand il a été stocké, alors qu'avec une facture et une date de PV, bah, c'est clair. On sait, ben voilà, le PV, il a été fait, il est valable de 2020 à 2025. Le produit a été commercialisé dans cette zone-là. Donc, le produit est conforme, il est classé M1 ou M2 ou M3. Ouais, donc la nuance apportée en effet par Jean-Marc par rapport en effet à ce que vient de dire Bastien, c'est que si j'achète un produit dans la période, c'est bon, même si je le mets, même si je le pose après la période, ça reste encore bon. Par contre, il n'a pas le droit d'être commercialisé au-delà de cette période des 5 ans, de la durée de validité du PV. Ce n'est pas la durabilité. Alors, il y a une question également sur. Alors, décidément, on a toutes les bonnes questions là. Une question sur la correspondance entre Euroclass et classement M. Donc, déjà, il n'y a pas de correspondance entre deux classements M vers les Euroclass, ça c'est niette. Et normalement, il n'y a pas de correspondance non plus. En fait, on ne peut pas faire de PV de classement par rapport à Euroclass. Par contre, il y a un seul cas qui peut se présenter avec des produits de construction. Les Euroclass, c'est pour des produits de construction, ce n'est pas pour des produits d'aménagement. Donc déjà, il faut voir de quoi on parle dans ce sens, parce qu'en effet, un rideau, par définition, un rideau, un voilage est un produit d'aménagement, donc ne peut pas avoir l'Euroclass. Donc ce cas ne peut pas se produire. Il peut y avoir des cas de manière très très précise. On en parlait avec Jean-Marc, par exemple, des structures tendues. Un plafond tendu, par exemple, qui peut avoir l'Euroclass, pour lequel il peut y avoir en effet une équivalence en termes de classement M, mais vous n'aurez pas de classement M, quoi qu'il advienne. C'est la sécurité, en effet, je veux dire, c'est la commission de sécurité qui doit faire son travail. J'ai dit une bêtise, Jean-Marc? Non, non, pour préciser, dans l'arrêté du 21 novembre 2002, hein, il y a un tableau qui existe, hein, puisqu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes en parlent de ce tableau, mais il faut se méfier parce que des fois, il y a une interprétation qui est un petit peu erronée. Ce tableau-là, il avait été mis en place déjà historiquement dans la période où les Euroclasses commençaient juste à être introduites sur le marché et où les textes de loi français n'avaient pas tous basculé avec la nouvelle réglementation en tenant compte des, des- du marquage CE des produits de construction. Donc, c'était un guide pour aider les commissions de sécurité en disant, ben voilà, si demain vous avez un produit de construction qui arrive avec un classement Euroclass, par exemple le BS1 des 0, par exemple, vu que les textes de loi n'en tenaient pas encore compte, ils disaient, ben voilà, là, quand on demande du M1 dans tel type de bâtiment, ben vous pouvez accepter un BS1 des 0, mais vous ne pouvez pas accepter un CS1 D2, par exemple, D1, par exemple. Donc ça, ça a été la première utilisation. Puis la deuxième utilisation, c'est de dire que, voilà, un industriel qui a un produit de construction, et que ce produit de construction peut être utilisé pour faire de l'aménagement. Par exemple, le cas le plus fréquent, c'est les panneaux de bois font partie des produits de construction. Donc, ils ont un marquage CE et on fait des Euroclass sur ces produits pour qualifier le comportement au feu du produit. Ce panneau de bois va être utilisé pour faire des meubles. Les meubles, ça fait partie de l'ameublement. Théoriquement, le règlement dit que le gros mobilier doit être classé M3. Donc, la commission de sécurité, si on lui amène un classement Euroclass, il dit oui, mais moi, le règlement, il dit M3. Mais ce tableau-là dit, si un produit de construction, il a déjà son classement européen, on ne va pas obliger l'industriel de refaire des essais et de faire du classement M. Donc,
on va accepter son produit et on va utiliser le tableau. On dit, ben, voilà, là, on demandait du M3. On a un panneau qui est présenté qu'un classement en D, par exemple. Donc, il peut être utilisé, DS1, D0, par exemple. Donc, il peut être utilisé à la place d'un produit qui est classé M3. Mais ça marche que dans ce sens-là. Dans l'autre sens, par exemple, si vous aviez un tissu qui est classé M1 et que vous voulez l'utiliser pour faire un plafond tendu, par exemple, à ce moment-là, ça ne peut pas marcher dans ce sens-là. Vous êtes obligé de refaire des essais selon les euroclasses pour faire le marquage de votre plafond tendu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez Merci clair Jean-Marc, là-dessus. c'est très bien. En fait, en gros, pour les tissus, c'est très peu applicable, la correspondance. Voilà. Il y a vraiment très très peu de cas où on va avoir des tissus qui vont Exactement. pouvoir être Euroclass. À part les plafonds tendus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses. Oui, non. Parce que sinon, je vous rappelle juste que les Euroclass, il y a le système de pose qui est considéré. Donc, ce n'est pas simplement le tissu qui est testé. Donc voilà pour la question sur les corrélations. Désolé, la réponse était un peu longue, mais la question était mine de rien très pointue, même s'il n'y avait pas beaucoup de mots. D'autres questions peut-être? Euh, Non? il y a une question, après obtention d'un PV, un Ah, mais je l'ai contrôle pas du vu celui-là. fabricant en production est-il obligatoire? Alors, un procès-verbal de classement M, c'est une photo sur un prototype, sur un prototype ou sur un produit que vous nous avez envoyé, que vous avez pris dans votre production. Donc, ce que vous envoyez au laboratoire est censé être représentatif de votre production. D'accord? Donc, on va faire des essais, on va regarder, il est classé M1, il est classé M2, et on vous délivre un procès-verbal. Après, le contrôle, c'est de votre propre responsabilité. De toute façon, vous n'avez même pas besoin d'un règlement supplémentaire. Quand vous mettez un produit sur un marché, vous devez vous assurer que ce produit, il est sûr et qui garantit ce que vous revendiquez. Donc, normalement, en interne, vous devriez avoir un processus qui vous permet de vérifier qu'il n'y a pas une dérive de votre process, que votre produit, concernant le feu, il est toujours classé M1 ou M2, le produit que vous mettez sur le marché. Mais c'est de votre propre responsabilité. Il n'y a pas une obligation, mais c'est de votre responsabilité, comme tout industriel qui met sur le marché un produit. J'ajouterais qu'il y a les tests dont je parlais tout à l'heure, qui sont les tests d'orientation, peuvent permettre justement des éléments de contrôle. Ce n'est pas les tests officiels, mais ça permet de contrôler quand même et de vous donner des indications. Dans le cas, si vous avez je dirais, un contrôle par la suite chez vous, vous pouvez quand même vous appuyer sur dire, bah voilà, j'ai un PV, mais en plus, je fais du contrôle pour m'assurer en effet que je n'ai pas de dérive dans mes process. C'est tout à fait possible. Mais en effet, comme le dit Jean-Marc, ce n'est pas obligatoire. C'est de votre responsabilité. Il y a une directive générale de sécurité qui s'applique sur l'ensemble des produits. Donc, que ce soit des produits d'ameublement ou des équipements de protection individuelle ou même des produits de mode. La directive générale de sécurité s'applique à l'ensemble des produits qui sont mis sur le marché. Alors, au niveau questions, on n'en a plus beaucoup. On n'a plus. Écoutez, si on n'a plus de questions, je vous propose qu'on lève, ce séminaire. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. La vidéo sera, comme d'habitude, disponible et téléchargeable sur le site internet à la suite de cette journée, donc d'ici demain ou allez, lundi au plus tard. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Alors, n'oubliez pas. Ah non, j'ai juste un thème quand même à vous parler. Le prochain thème, quand même, dans un mois, donc les prochains rendez-vous IFTH, on va vous faire un petit débrief de Tech Textile. Donc, on a été sur le salon de Francfort Tech Textile pour aller voir un petit peu toutes les innovations dans le textile technique. On va vous faire un petit topo sur le sujet. Voilà. Merci, à très vite. Bonsoir.